Joliba Afternoon News. Projet de loi portant création d'une école de guerre au Mali, le projet a été adopté ce jeudi 23 septembre 2021 au CNT. Arrestation de Mamadou Camara, ancien ministre du président déchu Ibrahim Boubacar Keïta. Il est inculpé dans l'affaire dite de l'avion présidentiel et de l'achat d'équipements militaires. Dans le métro de Moscou, bientôt le paiement par reconnaissance faciale. Ce nouveau mode de paiement est considéré comme le dernier exemple du développement rapide et pour certains controversé de cette technologie en Russie. Fidèles téléspectateurs de Joliba TV News, bonjour et bienvenue dans ce journal. Toujours dans la cadence du 22 septembre, après le dépôt de gerbes de fleurs au camp militaire de Kati, le président a rendu hommage aux acteurs de l'indépendance. Il a aussi salué l'ensemble des partenaires qui soutiennent le Mali dans ces périodes difficiles. Écoutons son intervention au micro de Moussa Tembini. Je tiens à rendre hommage au père de l'indépendance, le feu président Boubacar Keïta et ses compagnons qui ont résisté et qui se sont battus pour rendre le Mali indépendant. Aujourd'hui, le Mali traverse des moments difficiles, mais nous ne devons pas désespérer de notre nation, de notre État. C'est pendant les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais citoyens. C'est pendant les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais patriotes. Aujourd'hui, le Mali a besoin de tous ses fils. Raison pour laquelle je lance un appel à tous les Maliens, qu'ils soient de la société civile, qu'ils soient des partis politiques, qu'ils soient des leaders communautaires, des leaders religieux, qu'ils soient des cultivateurs, et pour que nous puissions sauvegarder l'intérêt national, et sauvegarder le patrimoine commun qui est la nation malienne. Aussi, je profite de cette occasion aussi pour saluer l'engagement de nos partenaires qui se battent à nos côtés. Aussi, les rassurer que le Mali va honorer tous ses engagements. Aussi, je souhaite bonne fête à tous les Maliens de l'intérieur, aussi les Maliens établis à l'extérieur. Aussi, bonne fête à tous les vaillants soldats déployés sur le théâtre des opérations et prompt rétablissement aux blessés de guerre. Par la bénédiction du Mali, protège les Maliens. Merci. Je vous le disais dans les titres, au Mali, le Conseil national de transition CNT a adopté ce jeudi 23 septembre le projet de loi portant création d'une école de guerre. Le CNT, qui a valeur d'assemblée législative pendant la période de transition, a voté la création de cette école voulue par les nouvelles autorités et qui a pour vocation de renforcer l'arsenal sécuritaire national, notamment la formation des futurs cadres de l'armée malienne. L'EGM, École de guerre du Mali, devra assurer une formation de haut niveau aux officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité, entendez par là l'armée, la police, la gendarmerie, mais aussi à certains cadres civils. En marge de la festivité de l'indépendance du Mali, le mouvement Yerewolo debout sur les remparts a organisé une manifestation à la place de l'indépendance à Bamako. Le but de cette manifestation est de demander le départ des forces françaises du Mali. Eladj Malik Guitei. À l'appel du mouvement Yerewolo debout sur les remparts, ils sont sortis des centaines de Maliens avec un seul objectif, dire non à la présence des militaires français au Mali. Organisée le 22 septembre, jour de l'indépendance du Mali, cette manifestation est très symbolique pour les organisateurs, tout comme les lieux, la place de l'indépendance. L'objectif de cette sortie, c'est de demander à la France de partir, de demander à nos dirigeants d'être des hommes. Le chemin qu'ils ont pris, nous sommes pour eux, nous ne sommes pas un club de soutien, mais nous sommes de ceux qui soutiennent les bonnes actions. Nous avons choisi que notre politique de défense ne dépende plus de la France, ni de Barkhane, ni de l'amusement, ni de personne. Nous voulons que notre politique de défense dépende de nous-mêmes. La jeunesse malienne aujourd'hui est en train de se retrouver pour se mettre debout. Nous resterons debout pour libérer notre territoire. Aujourd'hui, la grande question de notre époque, c'est la libération de l'ensemble de notre territoire. Favorable à une coopération militaire avec la Russie, ce mouvement anti-français qui multiplie les actions depuis un certain temps se réjouit d'une probable arrivée de la société paramilitaire privée russe Wagner. Donc nous voulons Wagner pour dégager d'abord les mercenaires français dans un minimum de temps pour que notre armée qui est en train de se mettre sur pied puisse avoir le potentiel nécessaire et la capacité nécessaire à défendre le territoire et à défendre nos biens et à défendre tous les Maliens.
En outre, le but de cette manifestation est d'afficher leur soutien aux autorités maliennes qui semblent tenir tête à la communauté internationale. C'est de soutenir la transition et de demander à tous les Maliens et Maliennes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, de se tenir debout derrière le président de la transition comme un seul homme pour un seul Mali uni et indivisible. Pour rappel, plusieurs personnalités ont pris part à cette manifestation, dont le célèbre panafricaniste Kémi Séba. Le mouvement Yereolo debout sur les remparts ne vise qu'un seul objectif aujourd'hui, la fin de ce qu'il qualifie de néocolonialisme. Nous en parlions tantôt, l'ancien ministre du président déchu Ibrahim Boubacar Keïta, Mamadou Camara, est poursuivi dans le cadre de deux affaires, celle de l'achat d'un avion présidentiel et celle des contrats d'équipement militaire. Son inculpation et son incarcération font suite à celle fin août de deux autres ministres. Hier au mémorial Modibo Keïta, l'association Songwe Shawara Batou a tenu une rencontre avec le ministre de la Refondation de l'État, professeur Ibrahima Ikassa Maïga. Plusieurs questions étaient au cœur des débats, notamment les questions de réforme politique et institutionnelle. Adama Sanogo était présent. Les membres et sympathisants de Songwe Shawara Batou ont tenu cette rencontre avec le professeur Ibrahima Ikassa Maïga dans le but de trouver une solution aux problèmes du Mali en général et ceux de la région du Gao et environnant en particulier. Ce mercredi 22 septembre 2021, nous sommes venus à la rencontre de la coordination des organisations membres de Songwe Shawara Batou pour partager avec eux le contenu du plan d'action de gouvernement sur ces 4 axes, mais à titre principal sur les aspects portés sur les questions de réforme politique et institutionnelle. En ce qui concerne le découpage territorial dans le cadre de la politique de décentralisation, le coordinateur de Songwe Shawara Batou regrette que toutes les doléances n'ont pas été prises en compte. Sur ce, le forum de Gao, pour le cercle de Gao, a suggéré de transformer le cercle de Gao en région et ériger la commune urbaine de Gao en capitale économique avec 5 communes. Pour ce qui concerne le cercle de Bourem, transformer Bourem en région avec 4 cercles et 12 communes. Mais monsieur le ministre, les récents rapports sur le découpage émis par les experts nous ont mis tous dans une situation de doute, car aucune de nos revendications ici faites n'ont été prises en compte. Songwe Shawara Batou se veut un cadre d'échange et de partage pour répondre aux différentes préoccupations des populations, soutient Al-Mahdi Mustafa Sissé. Songwe Shawara Batou est un cadre de concertation, d'échange et de réflexion en vue de soulager les souffrances de nos communautés sédentaires durement éprouvées par les crises récurrentes de rébellion dont elles ne se sont jamais mêlées et qui n'a jamais altéré ni leur foi, ni leur désir de vivre dans une république indivisible. Debout sur les remparts pour le bien-être des Maliens, le professeur Ibrahima Ikassa Maïga invite tous les autres mouvements et associations à emboîter le pas de Songwe Shawara Batou. Dans le même cadre, le professeur Ibrahima Ikassa Maïga s'est prononcé sur les assises nationales. Il est au micro de nos reporters Adama Sanogo et Bakoro Banyari. Nous tiendrons les assises nationales de la refondation qui permettent simplement de mettre sur pied ce projet du Mali, mais que ça ne soit pas un projet qui vienne de là-haut pour parachuter sur les populations. Non. C'est chaque citoyen, c'est toutes les populations, où qu'elles se trouvent, à l'intérieur comme à l'extérieur, qui seront questionnées sur leurs attentes, qui seront questionnés sur leur choix définitif en matière de réforme à faire pour faire remonter et que les représentants de toutes les forces politiques et sociales et du gouvernement aussi se retrouvent pour opérer les choix définitifs de réforme à faire. Et c'est possible sur une période de 2 mois et demi maximum. C'est possible de commencer au niveau local pour se retrouver au niveau national en passant par les pays de résidence des Maliens de l'extérieur. C'est possible de le faire. Une fois ces choix faits, nous allons les assortir d'un caractère exécutoire. Un atelier régional de démarrage de la mission d'études portant
Réalisation d'un diagnostic prospectif du massif du Fouta Djallon assorti de l'analyse des opportunités de restauration des écosystèmes dégradés du massif s'est ouvert à l'hôtel Mandé. Objectif, harmoniser les niveaux de compréhension des participants sur les termes de référence de la mission d'étude. Les précisions avec Aïssata Traoré et Bakoro Banyari. Face à la dégradation continue et aggravée des écosystèmes naturels et des communautés locales, en particulier les femmes et les jeunes, la nécessité d'une gestion intégrée des ressources naturelles s'impose afin de renforcer leur résilience. Les résultats attendus, c'est vraiment globalement améliorer l'efficacité de gestion des ressources naturelles dans ces massifs au plan environnemental, mais également assurer une bonne mise en œuvre de l'approche GIR, la gestion intégrée des ressources naturelles. C'est donc en réponse à ces multiples enjeux que les activités du projet partenariat régional sur l'eau et l'environnement en Afrique centrale et occidentale sont conduites dans les grands bassins hydrographiques de ces zones ciblées. Ceci dans une approche partenariale afin de contribuer à la résilience des écosystèmes naturels. Dans le cadre de l'atelier de démarrage de la mission d'étude portant diagnostic prospectif de l'état de dégradation du massif du Fouta Djallon, assorti de l'identification des options et opportunités pour l'aménagement des écosystèmes dégradés de ce massif. À noter que cet atelier de démarrage de la mission d'étude sera suivi d'une session de formation des points focaux du massif du Fouta Djallon sur la conduite de la méthodologie d'évaluation des opportunités de restauration sur la collecte des données et informations sur le massif avec des objectifs spécifiques. Nous espérons vraiment de cette étude-là des options claires et réalistes que nous pouvons mettre en œuvre par la suite ensemble avec les parties prenantes pour sauver ce massif, cet écosystème que nous appelons le château d'eau de l'Afrique qui est en train de mourir. Démarré en mars 2020 pour une période de 2 ans renouvelable et sur financement de l'ASDI, le partenariat régional sur l'eau et l'environnement en Afrique centrale et occidentale est mis en œuvre dans les bassins du Niger, de la Volta, du Sénégal, du Mono, du lac Tchad et le Fouta Djallon. Il vise essentiellement à renforcer la résilience des écosystèmes naturels et des communautés locales dans les bassins fluviaux et lacustres. Le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau s'est rendu hier jeudi 23 septembre 2021 sur le site de l'EDMSA à Sirakoro pour s'imprégner de l'avancement des travaux. Et il a profité de l'occasion pour réceptionner 4 groupes électrogènes dont le coût total des travaux s'évalue à 100 milliards de francs CFA. Moussa Tembine pour les détails. On quittait ici en avril 2021, et le chantier devait être autour de 30% et nous avons promis que la période de forte chaleur de 2022 ne sera pas comme celle de 2021 qui, il faut le rappeler, était largement meilleure que la période de chaleur de 2020. Et c'est dans ce cadre-là que nous poursuivons vraiment les chantiers qui étaient ouverts et c'est ça qui nous vaut aujourd'hui cette visite d'étape encore pour nous assurer que d'ici à mars-avril prochain, ce projet qui va fournir 100 mégas, qui est l'équivalent de la production d'électricité qui nous est fournie par la Côte d'Ivoire, sera mis en service avant mars-avril. C'est dans ce cadre-là qu'on est là et on peut dire qu'aujourd'hui on est vraiment satisfait de l'état d'avancement. Vous-même vous voyez, nous avons déjà réceptionné 4 des 8 turbines prévues, des 8 machines prévues pour se faire et chaque machine, vous voyez, ça fait 14, peut fournir 14 mégas. 14 x 4, ça fait à peu près 56 mégas. Ça veut dire qu'à la fin, nous aurons nos 100 mégas garantis. Et avec ces 100 mégas garantis, nous pensons que vraiment nous tiendrons notre promesse de faire en sorte que la fourniture du service public de l'électricité puisse vraiment s'améliorer et mettre les Bamakois et les Maliens de façon générale à l'abri des délestages intempestifs.
L'image du jour nous amène à la découverte du monument Amadou Hampâté-Bâ. Le monument, bien situé à l'entrée principale de l'établissement de culture, est conçu dans une dimension de 5 mètres, y compris un socle de 3 mètres et un motif de 2 mètres. C'est donc un imposant ouvrage à béton à l'effigie d'Amadou Hampâté-Bâ, assis dans un fauteuil et drapé dans un grand boubou bleu avec une chéchia blanche. L'écrivain détient un stylo à billes en face d'une feuille blanche sur un tablier. En effet, cette réalisation intervient quasiment 3 décennies après l'ouverture du Palais de la Culture qui porte son nom à Bamako. La sculpture a été conçue et réalisée par Mamadou Koumaré, également auteur de plusieurs autres monuments de la capitale malienne. L'initiative vise à perpétuer la mémoire de l'homme qui a marqué l'histoire culturelle de toute l'Afrique à travers ses œuvres littéraires sur le continent noir. À présent, l'actualité internationale. Dans le métro de Moscou, bientôt le paiement par reconnaissance faciale. Le métro de Moscou mène une démonstration du paiement par reconnaissance faciale avant son lancement le 15 octobre. Ce nouveau mode de paiement est considéré comme le dernier exemple du développement rapide et pour certains controversé de cette technologie en Russie. Les passagers ne devront avoir sur eux ni leur téléphone ni leur carte de métro. Aucun billet. Ils n'auront qu'à mettre leurs informations, leurs photos et leurs données bancaires dans l'application, a expliqué la vice-chef du service de presse du département des transports de la ville, Anna Lapushkina. Dans le métro moscovite, l'un des plus fréquentés d'Europe, le paiement par reconnaissance permettra de réduire les temps d'attente car il est 3 fois plus rapide que les métros traditionnels, a soutenu Madame Lapushkina lors d'une conférence de presse où les journalistes n'avaient pas le droit de poser de questions. L'atterrissage de migrants expulsés des États-Unis à l'aéroport de Port-au-Prince en Haïti est source de colère. Ces dizaines d'Haïtiens sur le tarmac de l'aéroport de Port-au-Prince se dirigent vers l'avion qui vient de les ramener en Haïti pour récupérer leurs affaires. Ces migrants sont animés par la peur, l'épuisement et l'incertitude. Marie Chiquel a passé la nuit éveillée. À tout moment, elle craignait que ne surgissent les agents d'immigration et qu'ils ne la renvoient avec ses jumeaux de 10 ans serrés contre elle sur un carton. La rumeur concernant cette possible descente s'est envoyée comme une traînée de poudre à l'aube mercredi dans le parc Braulio Fernandez de Ciudad à Axuna. C'est ce vaste terrain que quelques centaines d'Haïtiens, à l'instar de Marie, ont transformé en refuge de fortune coupé du territoire américain uniquement par le Rio Grande. La plupart des personnes réfugiées ici ont abandonné l'idée de rester sur le point de passage international dépendant Axuna à Del Rio aux États-Unis. Ils sont à bout de force, terrorisés à l'idée que la patrouille frontalière les arrête et les expulse immédiatement vers Haïti. À Paris, plusieurs centaines d'enseignants manifestent pour une révalorisation des salaires et l'amélioration de leurs conditions de travail. Selon le ministère français, le taux de grévistes serait de 4 à 6% et 15 à 32% selon les syndicats de l'enseignement. Cette première journée nationale de grève dans l'éducation nationale depuis la rentrée scolaire se tient à l'appel de l'intersyndicale CGT, FSU, FO et SUD. Des manifestations sont prévues dans différentes villes de France ainsi qu'à Paris. Ghislaine David, secrétaire générale du SNUP-FSU, premier syndicat du primaire, assure que ce taux de 15% d'enseignants grévistes ne reflète pas le mécontentement actuel. La crise sanitaire, les fermetures de classes en cas de Covid et la rentrée encore proche font que les enseignants ne sont pas très engagés car ils ne veulent pas pénaliser les familles, assure-t-elle. La situation est disparate selon les académies, mais on constate par exemple qu'en Seine-Saint-Denis, le taux de grévistes monte à 25% aujourd'hui. Pour Sophie Vénétitaï, secrétaire générale du SNS-FSU, premier syndicat du secondaire, collège et lycée, le taux de grévistes de 32% montre que les enseignants sont prêts à agir et à se mobiliser même en temps de rentrée scolaire. C'est tout pour cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba
Kiba Afternoon News.